AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre les violences faites aux femmes, on va en parler aujourd'hui avec votre invité exceptionnel, puisqu'on a le plaisir de recevoir Bérengère Couillard, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est bien entendu une cause qui vous tient à cœur, Muriel. Oui, et hier, comme depuis près d'un quart de siècle, les femmes ont marché pour la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors on ne va pas se mentir, la réalité est sombre. En dépit des efforts législatifs de 160 pays contre la violence domestique, les chiffres restent glaçants. Une femme sur 3, soit 736 millions, a au moins une fois dans sa vie subi des violences physiques ou sexuelles. En 2021, plus de 45 000 femmes et filles ont été assassinées par des partenaires intimes ou des membres de leur famille. Dans 31 pays, 200 millions de filles ont subi des mutilations génitales. Le nombre de mariages forcés s'élève à 21 millions, en hausse de 7 millions depuis 2016. L'impact économique des violences est colossal. Rien qu'en Europe, la violence de genre coûte près de 366 milliards d'euros par an. Et cerise sur le gâteau, l'adoption généralisée du numérique et de ses outils, mobiles, tablettes, objets connectés de toutes sortes, a ouvert la porte à de nouvelles menaces. Cyberharcèlement, cybercontrôle, cybersurveillance, cyberviolence économique, administrative, toutes ciblent spécifiquement les femmes partout dans le monde. Et en France alors, 244 000 cas de violence ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie en 2022, soit une augmentation de 15%. Ces chiffres ne représentent qu'une pointe de l'iceberg, car seulement un quart des victimes signalent les faits qu'elles subissent. Alors ces statistiques interpellent sur la nature de la masculinité et son rôle dans la perpétuation de la violence. 87% des agresseurs sont des hommes. Pourquoi cette violence persiste-t-elle? Quelles sont ses racines profondes? Au-delà de la nécessité de soutenir et d'accompagner les victimes, il est essentiel aussi de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence, de la récidive, du traitement des agresseurs, de l'éducation des jeunes. Plus de 2 millions de mineurs visionnent chaque mois des contenus pornographiques influençant la perception des garçons sur les violences. 42% d'entre eux pensent que les filles apprécient les violences sexuelles. Il est donc plus qu'urgent d'envisager une transformation sociétale où le respect prévaut sur la domination. Sans cela, la lutte contre les violences faites aux femmes a peu de chances d'aboutir. Et en tout cas, c'est de la lutte contre un fléau qu'on parle avec votre invité qu'on accueille avec plaisir, Bérengère Couillard. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes l'invité de Muriel Réus. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez pris vos fonctions récemment, le 20 juillet. On peut dire que 80% des mesures du Grenelle des violences ont été mises en œuvre et nous observons toujours une hausse constante des cas de violence. 240 000 cas, je l'ai dit dans l'édito en 2022. Alors, nombreux sont ceux qui corrèlent l'augmentation des chiffres de la violence à une plus grande libération de la parole. Partagez-vous ce sentiment ou pensez-vous que d'autres raisons expliquent cette augmentation de 15% des violences ? Non, on a une hausse des faits qui sont signalés aux forces de l'ordre depuis maintenant plusieurs années. Et c'est bien l'effet de la libération de la parole, parce que nous avons une société qui est de plus en plus sensibilisée à ces sujets et des femmes qui sont prêtes à parler parce qu'elles se sentent écoutées. Et c'est aussi tout le travail qui a été fait depuis maintenant 4 ans, depuis le Grenelle des violences conjugales, où nous avons travaillé justement à des dispositifs qui permettent le recueil de la parole des femmes, notamment avec l'extension de la ligne 3919 qui permet d'écouter les femmes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Également, le fait d'avoir formé davantage nos policiers, nos gendarmes au recueil de la parole des femmes. Vous savez, on a 100% des élèves qui sortent des écoles de police et gendarmerie qui sont formés. Et donc, 150 000 policiers et gendarmes, c'est quand même beaucoup et ça permet justement de mieux recueillir la parole des femmes. Vous n'avez pas l'impression quand même qu'elles ont mieux compris le spectre des violences et qu'au-delà des violences physiques, elles ont intégré les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences cyber maintenant et que, c'est vrai, vous le dites, il y a un meilleur accompagnement, un meilleur accueil, mais qu'elles-mêmes, elles ont aussi compris que la violence c'était plus large qu'une violence physique. Oui, et puis c'est d'ailleurs le type d'émission que vous me permettez d'avoir avec vous, qui permettent de sensibiliser le grand public, particulièrement les femmes victimes de violences conjugales. Mais je parle aussi du grand public parce que vous savez, ces femmes peuvent être incitées aussi par leurs proches à venir déposer plainte. Il y a forcément des mères, des sœurs, des amis qui disent à des femmes « mais tu ne peux pas rester dans cette situation, il faut que tu ailles porter plainte, ce que tu vis n'est pas normal ». Et souvent, il y a la notion d'emprise avec le sentiment pour la victime qu'elle n'est pas victime.
Et elle ne s'en sent pas victime, mais elle se sent coupable. Donc c'est important justement de changer cette doctrine-là. Et c'est ce qui s'opère depuis maintenant 5 ans, 6 ans, parce que d'ailleurs, lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, vous remarquerez qu'il y avait seulement 120 000 faits qui étaient à la connaissance des policiers et gendarmes. Donc on voit bien que c'est pas 2 fois plus de victimes, mais que c'est bien 2 fois plus de femmes qui parlent et qui osent s'exprimer. Oui, on peut pas se réjouir de l'augmentation des violences, mais on peut se réjouir du fait que les femmes osent davantage parler, même si c'est toujours trop dur, trop difficile de s'avouer victime. Alors, il y a différents services statistiques qui dépendent du ministère, on ne va pas tous les citer, mais ces services évaluent à 3,6 millions de femmes ayant subi au sein des couples des violences physiques et sexuelles. Des femmes d'entre 18 et 74 ans. Quelles sont les mesures du plan que vous avez mis en place, que vous allez superviser, qui pourraient infléchir cette tendance des violences? Alors vous avez raison, il y a différentes violences, des violences évidemment verbales, physiques, économiques. Donc c'est très divers. Et ce que nous souhaitons, c'est lorsqu'une femme est victime de violences conjugales, qu'elle puisse partir plus facilement de son domicile et donc quitter son agresseur. Parce qu'en fait, en moyenne, il y a 7 allers-retours aujourd'hui pour que les femmes quittent définitivement leur agresseur. Et donc, nous lançons le pack Nouveau Départ qui va être testé dans 5 départements. Ce pack Nouveau Départ, il va permettre en fait d'avoir un agent de la CAF dédié qui va coordonner le départ des femmes avec l'aide des associations locales. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour ces femmes de pouvoir avoir... Vous savez, il y a plusieurs démarches. Des démarches évidemment administratives, des démarches financières, des démarches pour une demande de logement, pour la garde des enfants. Et donc, l'agent de la CAF va pouvoir coordonner, accompagner ces femmes. Et donc, nous espérons bien sûr que ça fasse baisser sensiblement le nombre d'allers-retours parce que ces divers allers-retours, cette phase de séparation, malheureusement, sont les moments où il y a davantage de féminicides. Le passage à l'acte se passe au moment de la séparation. Et donc, si nous arrivons à faire baisser le nombre d'allers-retours, nous pensons que nous pouvons sauver des vies. Oui, ce passage de la séparation est très difficile. Et d'ailleurs, c'est là où il faut qu'elle soit accompagnée. D'ailleurs, on recommande aux femmes qui décident de partir de ne pas l'annoncer seule, de le faire accompagner et d'être dans des pièces où il y a une sortie, une fenêtre ou une porte. Alors, il y a aussi, à compter du 1er décembre, au sein de ce pack Nouveau Départ, qui est très important, vous venez de le dire, l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Cette aide, ça sera sous forme de dons ou de prêts sans intérêt et il sera lié à la situation financière et sociale de la victime. Et il est octroyé à toute victime en situation d'urgence immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en situation d'urgence immédiate dans le cas de violences conjugales? Quel est le montant de l'aide et combien le gouvernement a décidé de mettre sur la table pour cette aide? Alors cette aide d'urgence, elle vient d'un travail parlementaire nourri, ce qui a permis en fait de corréler justement ce besoin de déployer le pack Nouveau Départ et aussi de répondre avec une aide financière. Parce que souvent, c'est bien des soucis financiers, parce qu'il faut advenir évidemment aux premières dépenses liées au départ pour la femme, pour les enfants. Et donc cette aide va accompagner le départ des femmes. Cette aide, elle va être octroyée en 3 à 5 jours ouvrés, ce qui est évidemment rapide parce qu'il y a urgence. Et donc, il faut répondre rapidement et verser très rapidement le montant dédié. Ça peut être, c'est en fonction de la situation de ces femmes. Une femme, ça peut aller de 243 € à plus de 1300, 1400 € en fonction de la situation financière et puis la situation familiale de cette femme. Je prends un exemple. Si une femme touche le SMIC et a 3 enfants, elle touchera une aide de 1337 €, ce qui permet donc d'accompagner cette femme au départ et donc de réaliser les premières dépenses qui sont nécessaires à son départ. C'est indispensable de continuer à développer des dispositifs qui permettent en fait de répondre aux besoins du terrain. Moi, c'est ce que je me tâche de faire depuis mon arrivée aux responsabilités, en tout cas sur ce portefeuille, c'est de faire en sorte d'avoir justement des retours terrain pour voir qu'est-ce qui bloque. On ne peut pas aujourd'hui continuer à avoir 118 féminicides comme c'était le cas en 2022, depuis le début de l'année, 95 féminicides. On n'est pas satisfait des résultats et donc évidemment on cherche toutes les solutions pour favoriser le départ de ces femmes. Alors ce qui bloque aussi, notamment pour les associations et les victimes, c'est le nombre de classements sans suite, le faible taux de condamnation. Vous l'avez dit, 160 000 gendarmes et policiers formés, on a multiplié les postes d'enquêteurs dédiés, il y en a près de 2000, de référents, il y en a presque 1800. On a fait vraiment un effort sur l'accueil et l'accompagnement. Toujours est-il que 76% de classements sont toujours sans suite et que sur les 105 000 auteurs impliqués dans des violences conjugales, seuls 49 000 ont été poursuivis, 38 000 condamnés et
uniquement 8500 sanctions exécutées en 2022. Comment vous expliquez ce décalage? Est-ce que vous comprenez la colère, la frustration des victimes et des associations? Lorsqu'il y a un changement qui s'opère, et notamment avec le changement législatif, on a voté 5 lois. Hein. Moi, j'étais députée entre 2017 et 2022, je m'en rappelle bien, pour en avoir porté une d'entre elles. Et ça met toujours un petit peu de temps à s'appliquer, malheureusement. Parce qu'on est évidemment tributaire d'un certain nombre de décisions de justice. Et ces décisions de justice, elles se prennent aussi en fonction d'un dossier qui a été réalisé, en fonction des preuves qui sont collectées et en fonction d'une situation. Donc moi, en tous les cas, je ne reste pas les bras croisés face à cette situation et on continue notamment de sensibiliser. On a parlé de sensibilisation des forces de l'ordre pour évidemment bien constituer les dossiers et bien accueillir la parole des femmes, mais on forme également tous les élèves magistrats qui sortent des ENM. C'est indispensable pour justement leur rappeler la notion d'emprise, la difficulté des femmes de quitter le domicile. Et surtout aussi, on va faire en sorte de rapprocher le civil du pénal, parce que vous savez, il n'est pas rare de prendre une mauvaise décision, ou en tout cas une décision qui ne correspond pas à la situation vécue des femmes et de leurs enfants, notamment pour la garde des enfants, et alors qu'il y a une plainte au civil, au pénal, je veux dire, sur des violences conjugales. Vous parlez des juridictions spécialisées. Exactement, qui vont faire le lien entre les deux, les pôles spécialisés. Alors, je voulais aussi vous interroger, je l'ai dit dans l'édito, 87% des victimes de violences sont des femmes, 89% des auteurs sont des hommes. Donc, il y a des facteurs principaux qui perpétuent cette violence masculine. On peut en parler, les normes sociales, la conception de la virilité. Il y a aujourd'hui une trentaine de centres de prise en charge d'auteurs de violences conjugales en France. 14 000 auteurs ont bénéficié d'un accompagnement dans ces centres de prise en charge. Sur le premier semestre, 6 442 auteurs ont été accompagnés. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut développer ces centres? Est-ce qu'on a des indicateurs sur la réduction de la récidive une fois que des auteurs ont été pris en charge dans ces centres? Moi, je crois beaucoup à ce dispositif parce que nous devons lutter contre la récidive. Et on ne peut pas uniquement soigner. Il faut aussi traiter en fait le mal à la racine. Et le mal à la racine, c'est bien les auteurs. Et donc, ces 30 centres de prise en charge, vous avez rappelé 14 000 auteurs qui ont été accompagnés, un accompagnement psychologique, un accompagnement à la réinsertion professionnelle, mais aussi un accompagnement contre les addictions. Parce que c'est pas rare de retrouver des traces d'alcoolémie ou de prise de drogue lorsqu'il y a des violences au sein du couple. Et donc, c'est indispensable de mener ce travail. Aujourd'hui, 14 000 auteurs. Moi, je suis en train de regarder évidemment comment ça fonctionne. Depuis maintenant 2-3 ans que ça a été mis en place. J'ai demandé notamment à mon administration de faire un point quantitativement et aussi d'avoir les premiers retours qualitatifs. C'est difficile aujourd'hui de qualifier, de regarder clairement le taux de récidive, parce que parfois ça devient un peu plus tard que 2-3 ans. On nous dit 25% par exemple. Alors ça c'est le cas aujourd'hui, à peu près 25 à 30%. Mais ce que je veux regarder, moi, c'est après le passage dans ces centres, pour voir l'efficacité de ces centres. Et donc regarder comment ça a fonctionné justement sur le taux de récidive. Donc ça, on peut déjà avoir des premiers retours, mais il faudra un petit peu plus de temps, parce que comme je vous dis, ça peut advenir 3-4 ans plus tard ou même plus. Mais c'est surtout aussi sur la réinsertion professionnelle, sur les addictions. On peut avoir des retours sur d'avoir des retours qualitatifs sur ce que nous faisons. Et donc moi, je crois beaucoup en ces centres. Je vais d'ailleurs lancer une communication sur ces centres. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur les 14 000 auteurs, vous avez 90% qui sont venus sous décision de justice et seulement 10% sur la base du volontariat. Et si on veut agir en amont, il faut agir et faire la prévention. Et donc, je souhaite faire connaître ces centres de prise en charge pour auteurs pour que ces auteurs se reconnaissent dans le spot qui sera diffusé massivement et donc se dire je peux moi aussi me faire aider parce que ce que je vis à la maison, ce n'est pas normal et j'ai besoin d'aide. Alors, je voudrais vous interroger sur l'autorité parentale. En France, on a 400 000 enfants qui vivent dans des foyers où s'exercent des violences conjugales. 160 000 de ces enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Il y a un projet de loi qui a été adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale et qui me semble crucial sur l'autorité parentale. 2 dispositifs, la suspension de l'autorité parentale des droits de visite et d'hébergement dès le stade des poursuites judiciaires contre le parent incriminé et le retrait obligatoire de l'autorité parentale en cas de condamnation. Alors, est-ce qu'on a été assez loin sur ces dispositions qui, en fond, ne s'appliqueront formellement qu'en cas de condamnation de l'auteur, laissant les enfants encore sous l'autorité parentale en attendant cette condamnation qui prend du temps. Donc on comprend bien que cette situation est impossible pour ces enfants, surtout dans les cas de féminicide. On peut aller encore plus loin? On peut se retrouver en effet dans des conditions très difficiles.
On a agi déjà depuis 2019, 2020. Il y a eu 2 lois notamment qui ont permis notamment le retrait de l'autorité parentale lorsqu'il y a un meurtre au sein du couple. Et puis également la suspension de l'autorité parentale lorsqu'il y a des violences au sein également du couple. Ça, c'est quelque chose qui était déjà acté. La dernière loi que vous mentionnez, qui a été votée la semaine dernière, elle permet de le faire de façon automatique. Et si ce n'est pas fait de façon automatique, c'est-à-dire que si le juge décide du contraire, il devra motiver sa décision. Et donc, je pense que c'est très important parce que ça veut dire que le législateur aussi continue de modifier les lois et de faire en sorte justement que ce soit en faveur de l'enfant. On a souvent beaucoup favorisé la situation parentale, la parentalité. C'est évidemment très important, évidemment la situation familiale, mais il faut qu'on écoute davantage les enfants. Et je vous disais tout à l'heure que les pôles spécialisés ont la vertu notamment de rapprocher le civil du pénal. Il n'est pas rare d'attendre une décision de justice, notamment pour la garde des enfants, et en même temps d'avoir une plainte au pénal. Et ça, c'est quelque chose qui va permettre d'améliorer notamment les décisions de justice pour la garde des enfants, parce qu'il va y avoir davantage d'échanges entre le civil et le pénal, et donc on sera moins sujet à avoir des décisions de justice, notamment par le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants, qui puissent être complètement ubuesques par rapport à la situation que vit la famille. Alors, Madame la Ministre, je vous remercie. On arrive au terme de cette conversation. J'ai plein d'autres questions à vous poser, évidemment, donc je vous propose de revenir. Avec grand plaisir. Je voudrais juste, avant qu'on se quitte, rappeler les numéros d'aide pour les victimes. Le 3919, le 17, le 114 pour l'envoi de SMS d'alerte, la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr et masécurité.fr. Surtout, n'hésitez pas à vous saisir de ces outils indispensables pour vous accompagner et vous orienter. Parce que ces outils peuvent sauver des vies. En tout cas, merci à vous, Muriel Réus. Merci, Bérangère Couillard. Merci. Ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Muriel, on vous retrouve dimanche prochain. À dimanche, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.